Alors on y est. On va tous passer de l'autre côté. On va fermer cette porte à clé. Et on va être dans la grotte pour les 40 prochains jours. Ça vous va? Si vous avez un dernier doute, c'est maintenant. Vous avez encore le droit de ne pas franchir cette porte. Et de décider que pour vous, 40 jours, c'est trop long. Mais si vous en avez envie, alors c'est maintenant qu'on le fait. Ça marche? Alors je vous laisse passer un par un. Arnaud, Stephen, Émilie, Margot. C'est pour que j'arrive. C'est pour que je Tu nous oublies pas dans 40 jours, hein? Ah, dans 40 jours. Je crois que c'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé ce qu'on était en train de faire. Je viens de m'enfermer avec 15 personnes dans une grotte, sans aucun accès à la lumière du soleil, sans aucun accès à une information temporelle, sans aucun accès à l'extérieur. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et à la fois, on va faire quelque chose d'unique, alors ça me transporte. Ce projet d'expédition, je crois que c'est un des plus fous, un des plus complexes que j'ai monté depuis 25 ans, que je mène des expéditions dans le monde entier, parce qu'on a voulu le monter très très vite. C'est parti d'une situation qu'on a toutes et tous connue, c'est la Covid-19, qui soudainement a confiné les gens chez eux. Et à un moment donné, on était plus de 5 milliards sur la planète à être confinés en même temps. Une situation complètement folle et qui a amené, à un moment donné, au fur et à mesure des différents confinements, des pertes de notion du temps, des pertes de compréhension de l'organisation d'une journée, des pertes de capacité à se projeter dans le futur. Bref, les gens commençaient à se désorienter. J'ai immédiatement repensé aux fameuses missions CIFRE qui s'enfermaient dans des grottes pour essayer d'évaluer la compétence du cerveau et du corps à comprendre le temps. Et je me suis dit qu'il fallait monter ce genre de projet, mais avec un groupe. Et il fallait le faire maintenant, tout de suite, pas dans 5-6 ans. On a cherché partout une grotte. On a finalement trouvé cette grotte de Lombrief qui était parfaite pour l'expédition. Puis il fallait installer la grotte. Ça c'est l'expédition un peu bizarre parce que je pars en expédition et c'est la première fois que je porte une gazinière quand même. Donc je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à notre santé mentale quand même. J'y pense. C'est Yanis qui est en train de passer. Ouais. Alors, le gardien de la grotte, ça se passe bien? C'est calme aujourd'hui. Ah, c'est calme aujourd'hui. Il n'y a que des gens qui sont très enthousiastes pour porter des choses. Mais il en faut. Heureusement. On s'est retrouvé avec des dizaines, des centaines de personnes qui œuvraient pour que cette mission puisse être mise en place. On a monté 4 tonnes et demie de matériel dans la grotte, de nourriture, de quoi faire nos études, de quoi vivre pendant 40 jours, à dos de femmes et d'hommes. Tu veux avoir face ou pas? On a installé un espace de sommeil, on a installé une cabane scientifique, on a monté un plancher intégralement pour pouvoir non seulement protéger la grotte, mais aussi avoir un espace de vie. Une installation incroyable qui s'est faite en 4 mois. On commence une mission qui est hallucinante. Il y a 5000 personnes qui ont été sur l'Everest, 500 personnes qui ont été dans l'ISS.
19 personnes qui ont vécu des expériences hors du temps en solitaire ou à deux, et jamais personne en groupe. Mixte en travaillant sur la notion cognitive, en travaillant sur le groupe et en travaillant sur la collectivité. On n'aura plus du tout de notion du temps pendant les 40 jours qui suivent. Personne d'entre vous n'a un téléphone portable. Personne d'entre vous n'a pris une montre. Tout à l'heure, je vous distribuerai les agendas. Vous allez devoir remplir des fiches, remplir des questionnaires, participer à des études. Tout ça, ça ne va pas être le plus sympa de l'histoire. Tous les soirs, vous devrez prendre vos appareils qui n'ont pas d'heure, je tiens à le préciser, et pour pouvoir remplir vos agendas. Tout ça, ça va être un peu rébarbatif. Mais ce soir, maintenant, ici, c'est notre repas de bienvenue dans notre grotte. Donc profitez-en à fond. Donc c'est la curiosité qui m'a fait entrer dans cette grotte, qui m'a donné envie de vivre cette expérience. Donc vivre sans repère temporel pendant 40 jours, ça je... Parce que c'est l'aventure, j'adore. Moi je connais plein de collègues qui m'ont dit non, je le ferai jamais. Non, sans moi. Ma famille aussi. Si jamais on a des gros mangeurs. Avec le petit chat. Ouais, je suis emportée par le projet. L'idée intellectuelle de voyager dans le temps, hors du temps. C'est psychologiquement dément. Lombrive est une vaste grotte de plus de 4 km, sur 2 niveaux séparés d'un gouffre de 80 mètres, doté d'immenses volumes comme la salle de la cathédrale qui pourrait contenir Notre-Dame de Paris. Nous avons installé le camp de vie dans la galerie du cimetière, à 800 mètres de l'entrée. Un peu plus de 700 mètres nous séparent ensuite de la cabane scientifique et de la galerie du Lion, où notre espace de sommeil est installé. Une zone de silence où chacun doit pouvoir respecter absolument ses propres rythmes. Se réveiller dans le noir absolu, c'est particulier. Le réflexe de chercher une montre ou un téléphone pour avoir l'heure est vite déçu. Il reste que nous, nos propres signaux, une perception fine de nos sensations qu'on a un peu perdues au fil des siècles. Il faut se la réapproprier. C'est notre seul indicateur du temps qui passe. On est maintenant pleinement dans cette expérience hors du temps. Alors comment t'as dormi, Damien? Écoute, très bien. Je me suis réveillé une fois dans la nuit. Enfin, dans la nuit, voilà. Je me suis réveillé une fois. Et puis en fait, j'étais là, non, je vais rester. Et je sentais que j'avais encore besoin de dormir aussi. Donc j'en ai profité. Ouais, non, en fait ça fait juste bizarre de se réveiller, puis te dire, bon, tous les matins ça va être comme ça, c'est comme dans le noir, puis on sait pas, voilà, tu vois, on sait pas quelle heure il est, tout ça, puis là tu remplis ton questionnaire scientifique, puis c'est comme, bon, il est quelle heure? Bah, t'es genre, bah, j'imagine qu'il est 10h, 9h, je sais pas, tu vois. Et tu deviens déjà folle? Voilà, tu parles à un casque? Arnaud. Bonjour, attends, il est 2h du matin. Attends, t'as debout, comment t'as passé ta nuit? J'ai pas dormi, ça doit faire une bonne heure que je suis levé. Et une nuit terrible, j'ai eu froid, putain. La première nuit était horrible. Moi j'ai peur du noir total. Donc quand je me suis retrouvée à dormir dans ma tente, j'étais complètement paumée. Et moi je suis paumée dans le temps, dans l'espace. Et il a fallu que je fasse un cheminement intérieur pour me dire, attends, voilà, écoute ton corps. Ton corps te dit, tu es fatigué, donc dors. Comment s'est passée la première nuit? Eh ben, pas très bien. Je m'y attendais un petit peu. J'aime pas être enfermée. Voilà, cette nouvelle sensorialité avec les petites, le calme total quand personne ne bouge, ou au contraire les petites gouttes qui tombent.
De quoi j'ai le plus peur? Le plus peur, je pense, c'était de me réveiller puis d'être tout seul, c'est-à-dire d'être complètement décalé. Que tous les autres soient en train de dormir, puis moi je me réveille, et qu'il n'y ait personne. C'est le côté un peu fou de l'expérience, moi, qui m'a attiré, de me dire qu'à mon petit niveau, je vais pouvoir contribuer à la recherche scientifique. Donc voilà, on est tous contents d'être là. Notre ennemi commun, c'est l'humidité dans laquelle on se bat en journée et le soir dans notre tente. On se refile des petits remèdes de grand-mère, des petits tips pour trouver des solutions à lutter contre ça. Ma peur principale, c'était, avant de rentrer dans la grotte, c'était d'être angoissée au bout d'un moment par le fait de ne plus voir la lumière du jour. Tu fais quoi, Alexis? Là, je suis en train d'indiquer à tous les autres équipiers dans quelle zone je me situe. Puisqu'on a la grotte divisée en plusieurs zones, une zone de vie, une zone d'habitat, là où on y passe la nuit, une zone de silence, et puis 4 autres zones d'exploration et autres. Donc là, je reviens de la zone de sommeil, d'habitat, et je viens me placer ici, dans la zone de vie principale. Alors c'est la quête que je mène maintenant depuis une quinzaine d'années, comprendre les capacités humaines d'adaptation. Comment des humains qui sont confrontés à des nouveaux systèmes de vie parviennent à retrouver une vie stabilisée, presque normale, malgré des conditions qui, elles, sont devenues anormales. Alors bien sûr, on peut se poser, mais quel rapport avec une grotte, avec du hors du temps? Déjà, le temps, c'est l'un des marqueurs les plus importants de nos vies, et le perdre, c'est une énorme anomie. Mais ensuite, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'étudier des tas de situations différentes et d'essayer de comprendre s'il y a des mécaniques adaptatives qui reviennent toujours, quelle que soit la situation. Et si c'est le cas, alors on pourrait peut-être apprendre à mieux s'adapter. Il faut trouver les solutions pour remplacer les frigos, les marchés tous les jours. Donc on va les mettre dans les copeaux de bois pour absorber toute l'humidité. On va faire pareil avec les oignons, les choux, les oranges. Et comme ça on aura notre petit marché juste là. Moi j'étais pas excité avant d'entrer dans la grotte, j'avais pas envie. C'était pas quelque chose qui me plaît de vivre sans soleil, sans la famille, sans les copains, sans ma liberté. C'est un don de moi-même, parce que je pense qu'on donne quelque chose là, dans cette grotte. Et l'eau, elle se trouve au-dessus de nous dans un lac suspendu qui est à un peu plus de 25 mètres de hauteur. Donc on va grimper ces 25 mètres et puis ça deviendra une répétition tous les jours pour les équipiers et équipiers de la mission Deep Time que d'aller chercher de l'eau et de la redescendre. Comme la plupart des Deep Timers n'ont aucune connaissance des techniques de corde, ce sera l'une des tâches les plus urgentes. Leur apprendre à évoluer sur corde en autonomie pour aller chercher de l'eau. Des techniques qui permettront aussi aux Deep Timers de partir en exploration au second niveau de la grotte. Tu penses qu'il est tard? Je pense parce que je suis vraiment fatigué, mais je suis incapable de te dire quelle heure il est. Mais du coup, ça me fait me poser la question de à quel point il faut s'écouter, si je continue à vivre avec tout le monde, ou si genre, tant pis si t'as pris 2 repas, que t'as pas vu tout le monde, tu vas te coucher après quoi. C'est vrai. Est-ce que tu as bien dormi? Trop bien. C'est vous qui vous Ça fait 24 heures qu'on t'attend. La plupart des Deep Timers arrivent au bout de leur première période de veille. Mais une équipière, Émilie, se réveille seulement. Dès le premier cycle, de gros décalages s'installent, avec des rythmes de sommeil très différents. Bon, on va manger. On va manger. Je pense qu'il est 23h, un truc comme ça. Là, j'ai hyper sommeil. Et en fait, tout le monde est là. Tout le monde est là, tranquille, en train de jouer. On n'a pas dîné. Moi, je
Rideau là. Fini. Fini. Dodo. Durant les premiers cycles, les deep timers prennent leur marque et apprennent l'ensemble des tâches à réaliser dans la grotte. Chercher de l'eau, gérer les déchets, suivre les protocoles scientifiques, créer de l'électricité en pédalant et se former aux techniques de spéléo. Et plus encore peut-être, trouver leur propre rythme dans un monde où tout indicateur temporel est absent. J'ai hâte qu'on soit autonome. Qu'on puisse aller tranquillement là-bas. Non mais juste là, mais on va mettre un truc, c'est sensible quoi. J'ai retiré ma main, je me suis brûlée en cuisinant. Alors normalement, il faut dater les tubes quand on les ouvre, sauf que je ne sais pas quelle date on est, donc je vais mettre le numéro de notre cycle. Là, on est cycle numéro 3. Nous, on parle en cycle. Et un cycle, c'est une période entre un réveil et le réveil suivant, avec donc une période de veille et une période de sommeil. Hier, on a commencé la science. Je suis assez contente d'avoir commencé la science parce que, comme c'est ma responsabilité, j'avais le sentiment d'en faire moins que les autres avant parce que tout le monde avait sa responsabilité qui avait commencé d'entrée de jeu. Donc voilà, très contente. Voilà, code gélule 1. Là, en fait, on est en train de synchroniser des gélules de manière à suivre la température interne des équipiers pour ensuite pouvoir corréler cette information-là avec les informations qu'on recueille avec le système EEG pour le sommeil et des hormones avec des petites salivettes qui doivent mâcher matin et soir. Au cours de Deep Time, on mène une cinquantaine de protocoles différents avec une quarantaine de chercheuses et de chercheurs qu'on peut répartir en 4 catégories. Une première catégorie, c'est l'humain en tant que système physiologique. On observe des fonctions cardiaques, les températures centrales, les rythmes. On a des capteurs qui vont donner des réalités objectives de ces données. Par exemple, des actimètres qui enregistrent l'ensemble de notre activité et les périodes de veille et de sommeil. On pourra ainsi comparer ces données avec nos propres estimations et ressentis. Depuis combien de temps j'estime être levé? Deuxième catégorie, tout ce qui concerne la cognition humaine, le cerveau. Ça comprend le fonctionnement cognitif, les décisions, la plasticité cérébrale qui évolue selon les situations. Pour ça, on mène des protocoles juste avant et juste après la grotte, comme des IRM par exemple, qui permettent de cartographier le cerveau et on peut aussi observer les évolutions, les modifications du cerveau. Et grâce aux données prélevées durant l'expérience, on essaye de comprendre pourquoi il y a eu certaines diminutions ou augmentations dans certaines zones du cerveau. On étudie aussi nos émotions et nos sensorialités qui sont tellement importantes dans les mécanismes d'adaptation, comme l'écoute, la perception ou l'odorat. Voilà. Oh, regarde ça. Ça doit me faire une bonne tête. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, Claude Giraud, ça. Voilà. Troisième grand groupe de protocoles, le fonctionnement collectif. Alors on mène des études éthologiques, psychologiques, c'est tout le système organisationnel. On essaye de comprendre comment le groupe se synchronise, comment il fonctionne ensemble. Et évidemment, le quatrième groupe de protocoles, c'est l'environnement. On ne peut pas comprendre l'humain et son fonctionnement si on ne comprend pas le milieu dans lequel il vit.
Donc on va chercher à comprendre cette grotte dans tous ses paramètres, la température, l'hygrométrie, les typologies de gaz dans l'air. C'est tout ça qu'il faut étudier durant l'ensemble des 40 jours pour comprendre l'adaptation humaine à une nouvelle condition de vie. Donc voilà, moi, en plein milieu de la nuit, je mange toute seule. Le ballon du camp est éteint ou allumé selon la décision des deep timers. J'aimais le souhait qu'on sépare la farine. Parce que la farine, c'est quelque chose de global. Non, vu que moi non, je suis pas d'accord. Il y a des gens qui mangent du pain, d'autres qui mangent pas de pain, il y en a qui mangent des biscottes, il y en a qui mangent pas de biscottes. Moi je mange des chapatis et je sais pas. Je vois pas pourquoi je pourrais pas avoir Mais à ce moment-là, on département. n'arrivera jamais à un consensus commun, parce que chacun a ses envies, chacun a ses désirs, et là, il y a un moment où on a des quantités qui sont limitées, et il faut qu'on ait tous un... Durant les 40 jours à 15, dans des conditions difficiles, impossible d'éviter quelques prises de bec. Mais lorsque cela arrive, toutes les personnes présentes se réunissent pour en parler et mettre en place des solutions que tout le monde accepte. Une coopération forte qui évitera toute crise importante. Comme ça, tout ira bien. Et essayer de maintenir son attention sur que ce soit propre. Et les derniers qui partent, faites un peu gaffe, et les premiers qui arrivent, faut ranger aussi, quoi. Mais c'est pas un problème. Là, on est en train de mettre du terreau, donc de rempoter des bacs pour faire des petits potagers pour les 40 prochains jours. J'ai pris des semences un peu rustiques parce que les conditions ne sont pas forcément évidentes ici. La température est plutôt basse. Et du coup, ça fait un peu de verdure dans ce monde où il n'y en a pas beaucoup. Toujours pas idée de jour qu'on est, de l'heure qu'on est. Tout le monde a un avis différent. C'est déstabilisant. Clairement, c'est déboussolant ce qu'on vit, et on n'est que 5e cycle pour ma part. Donc ça, c'est très perturbant. Ici, on est vraiment à l'extérieur de la vie, on est dans une autre vie, un autre monde. Après 6 cycles dans la grotte, il est temps pour moi de sortir. J'étais là pour lancer le travail d'image. Enceinte, il est hors de question pour moi de rester plus longtemps malgré mon désir. Aussi, je profite de mes derniers moments dans la grotte. Alors, pronostic, moi je suis à cycle 6. Ouais. Et toi Moi, cycle 6 également, et je dirais qu'on est lundi à 11h. Moi, cycle 7, lundi 13h45. Cycle 7, non, moi je dirais qu'il est 5h. Du matin? Ouais. Cycle 7, lundi, 13h. Et on est début cycle 7 et je pense qu'on est dimanche dans le milieu de journée. Et si on allait réveiller tout le monde pour voir ce qu'ils en pensent, hein? Maintenant, je vais aller vérifier. Et non. Merci beaucoup. Bisous, je m'en vais, je m'enfuis. Salut. Je reviens plus, hein, c'est promis. C'est vraiment étrange de faire le passage de cette grille. C'est à côté, mais c'est un autre monde. C'est un autre monde qui a été créé. Et ils vont continuer à voyager hors du temps. Et moi, je vais reprendre le cours normal du temps. Je me demande quelle heure il est. Je me demande même si... Non, on est lundi. On est lundi matin. Je suis sûre qu'on est lundi matin. On n'a pas pu se défader à ce point. Là, il y a la lumière. On n'arrive pas de nuit. C'est fou, hein. On sent l'humidité, on sent la...
Je suis une rescapée. Qui est-ce qui est en train de Qui s'est enfui? Exactement. C'est un truc de fou. Alors, diagnostic. La grande question, Alors, quel jour on est et quelle heure il est. On était plusieurs à se poser la question. Et moi, j'ai dit que si on était lundi matin vers 9h. Nous sommes dimanche 18h24. Dimanche 18h24. Dimanche 18h24, ok, d'accord. Et moi, je pensais que j'allais arriver le matin. Là, pour moi, je viens de dormir. Là, j'ai dormi. Voilà, on est tous en train de se réveiller, là. C'est les matinaux qui se lèvent, là. Et qui se lèvent pour lundi, en fait. Et qui se lèvent Donc, pour le cycle 7. 7 en fait. Cycle 7. Mais voilà, je suis sortie. C'est trop cool. Bravo. Et chapeau, parce que... Et moi, j'étais mais en complet jet lag. Ce qui est fou, hein, parce qu'en en fait, c'est en face. C'est juste derrière. Et ça... Ouais, 500 mètres. À 500 mètres. Et j'étais dans un décalage horaire, comme si j'étais à Tokyo. Ah non, c'est un drôle de truc, hein, quand même. C'est un drôle de truc. Je suis impatiente de les voir à la sortie, de voir comment ça s'est passé à l'intérieur, parce que maintenant, aucune nouvelle, quasi. À part des nouvelles de leur transit. Alors, là, vous allez faire quoi? On va aller chercher un bidon de toilette. Nous, à l'extérieur, on a toute une vie, une logistique qui continue pendant ces 40 jours. L'objectif, c'est que chaque jour, on ait au moins entre 3 et 4 personnes minimum qui se relaient. D'abord, on doit veiller à ce que personne ne vienne perturber l'expérience. Donc ensuite, on doit faire des rotations régulièrement pour aller évacuer tous leurs déchets. Et en fait, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'ils vont évacuer leurs déchets. Alors en fait, on ne peut jamais se croiser parce que donc on a mis en place un système de sas. On peut pénétrer à l'intérieur du sas, récupérer l'ensemble des bidons, des eaux usées et ainsi de suite, aller évacuer, assainir tout ça et ensuite revenir déposer pour qu'eux les récupèrent. Là, des éteindants entre eux, s'il y a du monde. Là, c'est bon, il n'y a aucun bruit, donc on est sûr qu'ils ne sont pas là. Ok. On va pouvoir traverser le passage pour voir s'ils ont déposé des bidons. C'est deux mondes complètement séparés, puisque nous on vit avec la lumière du jour, l'écoulement de l'heure, le téléphone portable qui sonne sans arrêt pour gérer toute l'organisation ici à l'extérieur et la vie du projet. On est un support vie en fait pour eux qui sont à l'intérieur et ils n'ont aucune idée de ce qui peut se passer comme logistique comme ça à l'extérieur. Donc dans 4 cycles. Dans environ 4 cycles. Ok. Dans environ 4 cycles, Émilie aura 30 ans. Je sais pas. Et il a fallu calculer ça, on a mis 5 minutes pour calculer ça. Mais oui, mais parce qu'on parle en cycle ou cycle mois. Parce que madame a quelques cycles au moins. Des très longs cycles surtout. Voilà. Et alors aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que dans notre grotte de Lombrive, on a un nouveau-né. On a une toute petite pousse de radis qui est apparue aujourd'hui. On va bientôt pouvoir manger des radis dans une grotte. Ça fait 10 cycles qu'on est là, donc enfin on va partir explorer cette grotte. On va descendre dans le gouffre, 45 mètres de rappel, après 30 mètres de rappel en fractionné. Et là c'est l'ouverture du deuxième niveau, donc on est trop content. Je suis vraiment stimulée. Déjà, d'habitude, je suis assez euphorique, mais là, c'est encore, on dirait que ce sentiment-là, il est décuplé, en fait, d'aller explorer le deuxième niveau.
c'est quelque chose qui est tout en démesure tant en termes de difficulté technique, parce que c'est hyper engagé, ça fait flipper quand même dans le rappel de 45 mètres. Damien, comment c'est ici? C'est magnifique. Je trouve ça somptueux. Parce que à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est surprenant. C'est bon. C'est vraiment très étonnant comme sensation, comme émotion, parce que je pensais vivre complètement l'inverse, à avoir certaines angoisses, à avoir voilà, l'angoisse de l'enfermement, etc. Et en fait, il y a une forme de liberté. Ça vaut le coup de surmonter ces angoisses. Je me sens totalement bien dans ce temps de la grotte. Donc en exploration comme ça, on ne voit pas passer le temps. Pour moi, c'est quelque chose hors du temps, l'exploration. Je pourrais y passer sûrement une journée sans m'apercevoir. C'est juste la faim, la soif et la fatigue qui vont m'indiquer qu'il y a le temps qui passe. Moi, je suis amoureux. Je tombe amoureux de ce coin. Je suis très bien ici. C'est un temple pour moi. C'est un sanctuaire. Il y a quelque chose qui est présent, qui est vraiment fort. Là, on est vraiment dans un autre monde. C'est calme, c'est apaisé, c'est émouvant en fait. Toute la richesse qu'il y a dans ces endroits, toutes les fistules, toutes les stalactites, toutes les concrétions, les émotions qui sont transmises par ces lieux, c'est terriblement beau.
moi ça. C'est gourmand. Alors, on Comme mange ça a pas l'air bien dans la onctueux. grotte, nous? Oh oui. Eh ben écoutez, bon appétit tout le monde. Et bon appétit! Ah, Tu es ça à va être quel bon, là, ça va cycle, aller. Christian? À quel cycle tu es? 14. Mais moi, je suis au 11. On a déjà 3 cycles de différence. Tu dors pas? Mais je dors pas trop pour moi. Vraiment, que j'ai fait 36 heures là. 36 heures de quoi? De veille? Bah non, non. pas de veille, non. Mais un cycle de dodo plus debout, c'est possible. Non, mais ça, c'est facile. Oui, ça, je l'ai fait facile. Facile. Un cycle, oui. Un cycle de 36. En réalité, ils sont loin du compte. Le plus long sommeil a été de 31 heures d'affilée et la plus longue veille de près de 50 heures. Quant au cycle le plus long, il a duré plus de 70 heures. L'ensemble des Deep Timers a régulièrement dépassé des cycles de 45 heures. Pour une même personne, tous les cycles sont différents en durée. Leurs rythmes sont donc très irréguliers, mais se synchronisent en partie à leur volonté de coopérer avec les autres. La synchronicité d'un groupe est bien plus sociale que biologique. Je m'écoute beaucoup plus quand j'ai envie d'aller me coucher, je vais me coucher. Je me dis pas, de temps en temps, j'hésite à faire des siestes chez moi en me disant, en fait, il est déjà 19h, je suis fatiguée, mais je vais pas commencer ma nuit maintenant et je vais pas non plus faire une sieste. Et en fait, là, je vais faire des siestes et puis je me réveille 3-4 heures plus tard et puis tant pis. Et je me décale et ça pose pas de problème. Parce que finalement, le fait que personne n'ait d'horaire et de montre, tout le monde est décalé et du coup, ça pose aucun problème au niveau du groupe social. L'avantage de ne pas avoir de montre, c'est qu'on n'est quand même jamais en retard. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bonjour Damien. Bonjour Lily. Je fais une performance pour... qu'est-ce que c'est? Pour le Tour de France? Pour le Tour d'Europe? Je sais plus maintenant. On fait tellement de kilomètres que ça y est quoi. T'as pas dormi? Non, Non. je suis encore dans le passé moi. Toi t'es dans le futur. T'es resté avec Marie-Caroline Ah non, Marika, elle a passé le futur très vite elle. Mais on n'était pas dans le même espace-temps. Oh là là. D'accord. Bon, très bien. Allez, bon À tout à appétit. l'heure. Bah oui, il faut qu'on se bouge, mon petit François. Non, pas qu'on bouge. Si. Non, on fait notre boulot, on est consciencieux et tu vois, j'ai pas l'impression que toutes les 10 minutes on dit vas-y, je suis fatigué, on s'en va. On fait les trucs, mais à un moment, c'est pas en se foutant. Oui, c'est vrai. Faut qu'on voit comment on fait, mais en tout cas, il faut qu'on fasse plus que ce qu'on fait ces derniers jours, Non. parce qu'on peut pas... Pas en se foutant la pression le matin. Moi, j'ai pas envie de me lever le matin en me disant vite, il faut que je déjeune vite pour faire plein de photos. Non, on déjeune, on prend le temps de déjeuner, on discute. Et puis si on se chauffe, très bien, on bosse une demi-journée, une journée, on le fait très bien. Et si à un moment on a pas envie de le faire, on attend 1 heure, 2 heures et on le fait. C'est pas parce que deep time, on n'a pas de temps qu'on doit se laisser aller. Pour l'efficacité des tâches, pour le groupe d'image, que ce soit photo ou vidéo, j'avoue que je trouve ça galère parce qu'en fait, on est complètement décalé. Il n'y a pas de tension vraiment dans le groupe. Il faudrait qu'on arrive à se synchroniser en fait. Tout le monde accepte en fait que des fois, quand tu te lèves pour le moment de ton petit déj, là, faut aller direct au turbin. Là, on est rentré dans une phase compliquée. Il y a moins d'envie, de motivation. On perd la mémoire. On arrête une tâche en cours parce qu'on ne sait même plus pourquoi on l'a commencé. Les interactions sociales entre nous baissent nettement, comme le confirmeront les analyses plus tard. Tout semble se déliter. Même le matériel, tout pourri, tombe en panne. On est vraiment rentré dans une phase d'apathie. On a très rapidement une perte de mémoire sur les moments courts qui viennent de se passer. Donc tout ce qui est mémoire résiduelle sur le matin même, avec qui on a petit déjeuner, quelle activité on a fait. Il y en a même certains, alors moi c'est pas mon cas, mais il y en a même certains dont ils se souviennent pas ce qu'ils ont fait un quart d'heure, une demi-heure avant. Oh oui, si je note pas, j'ai vraiment du mal à m'en souvenir. Parfois, j'oublie aussi des choses à court terme, mais là, j'ai l'impression de plus oublier. Je trouve qu'il fait de plus en plus froid. C'est bizarre. Le corps s'habitue pas du tout. Bien au contraire. J'ai les doigts qui pourrissent. Avec le froid. Pourtant, il ne fait pas si froid que ça, mais bon, voilà. J'ai une sensibilité qui se fait au niveau des doigts. Et du coup, Christian m'a conseillé de tremper les doigts dans de l'eau tiède.
Donc du coup, je le fais. Chaque fois qu'on doit changer nos vies, cette phase existe. Ce moment où on réalise qu'on doit générer une nouvelle normalité parce que la norme d'avant n'existe plus. C'est ça qui explique la fatigue mentale, parfois la perte de volonté, la perte de sens, qui malheureusement peut faire sombrer une personne. Mes émotions sont, on va mettre neutre. Voilà, je suis en train de remplir pour François qui s'est endormi sur la table. Donc je note qu'il dort, comme ça à son réveil, il pourra noter que sa sieste est finie. Pose ce couteau, Jérôme. Soudain, c'est le noir. Ça vient d'un coup. C'est une coupure d'électricité qui nous coupe de tout. Tiffen, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il y a 1 minute, on a entendu un petit jou et tout est devenu noir. Ou avec la bouteille d'eau, non? Il faut aussi Ça devrait suffire. Voilà, allez, une frontale pour ce soir. éteignez vos Vous pouvez les éteindre toutes vos frontales. On a des lampes frontales qui sont chargées. On ne sait pas si on peut les recharger, donc ça veut dire qu'on va pas, on fait rien d'inutile avec nos frontales en fait. C'est-à-dire que notre zone de réserve elle est vraiment jusqu'à la case science et au sas. Tu fais quoi, Margot? J'ai allumé mon potager Ouais. et voilà. Et ensuite, petit-déj. Bah ouais. Il n'y a rien qui te paraît bizarre là. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de courant, c'est ça? Je suis content que tu le vois que maintenant, mais c'est bien. Je pensais que vous alliez vous coucher. J'étais là, bon bah ça y est. Ça y est, je me suis décalée. Je me réveille quand tout le monde va se coucher. Ils ont éteint le ballon. Et non, très bien. Merde. Bienvenue dans le noir. Ça va être embêtant si ça continue parce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à l'énergie. Donc on va rester confiné au lieu de vie. Mais il n'y aura plus d'exploration. Et je pense que ça va être très compliqué pour certains qui en font beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Ça va être une autre ambiance, quoi. On va espérer que l'électricité revienne. Mais tant qu'il y a du gaz pour alimenter la gazinière et qu'on puisse faire à manger, c'est déjà bien. Je crois que je peux dans le noir avec du chocolat fondu. La coupure d'électricité arrive à temps pour Martin. Ah, comme quoi, Ah, même il les faut en problèmes laisser qui font pour, stresser les gens ne nous empêchent pas de Là, manger. faut en laisser pour Damien, Tout va il en bien. voulait. Un, deux, trois, soleil, je bois. 1, 2, 3, soleil, je bois. 1, 2, 3, soleil, je bois. Jeannette et Louis viennent de sortir de la grotte puisque c'est la première visite de Jeannette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas. Bah, en fait, pas grand-chose. On est allé faire un état des lieux et il y a 3 bidons qui nous attendent. Il y a quand même un petit problème, visiblement. Et oui, ce que Jeannette ne sait pas, c'est qu'en arrivant dans la pièce majeure du sas, la cathédrale, il n'y avait pas d'électricité ou pas de lumière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'électricité en ce moment, mais nous on en a de notre côté. Donc C'est que partiel. C'est que partiel, mais bon, c'est eux qui en ont peut-être un peu plus besoin que nous, parce que on est qu'à la moitié de l'expérience. Donc ça veut dire moitié de l'expérience dans le noir. Il n'y a pas d'électricité à la cathédrale. Alors on va
voir si tout est allumé. Comment ça marche? Ces deux-là, ils sont Oh, éteints. ah bah voilà, ça doit être ça. Bon bah on va aller voir. J'ai pas compris. Ah putain, elle est trop belle cette grotte. J'avais oublié. Cool. Ah, je voulais me coucher. Ça y est, on a plus froid là. Bizarrement. La lumière nous réchauffe. Ah ouais. Ouais, c'est clairement psychologique. Non, ça va mieux. Ouais. On espère que ça tienne encore quelques cycles. Là, ça fait du bien. Et même sans le ballon, c'est accueillant. Ça fait plaisir de voir ces lumières là-bas. Donc c'est chouette. Je suis rassuré. J'aurais pas aimé faire 20 cycles comme ça. Pas du tout, du tout. C'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, on a eu une discussion assez intense sur est-ce que cette lumière n'est pas de trop, quelque chose qui nous rapproche trop de la vie de tous les jours. Et certains équipières se sont dit mais ce serait peut-être bien de la couper, de l'enlever cette lumière et de rendre un peu plus dures les conditions. À ma connaissance, depuis qu'il y a eu cette coupure, cette question n'est plus venue. Et je crois que c'est bien, parce qu'en fait cette expérience, elle n'est pas là pour se mettre dans le dur. Elle est là pour installer un système de vie qui serait capable de devenir pérenne dans une situation nouvelle. C'est parce que si notre monde il évolue, notre monde il change, si des événements arrivent sur la planète, notre but ce ne sera pas d'être en constante survie, où on est en sur-régime en train de tout donner. Elle sera de pouvoir vivre. Sortir de ces phases d'apathie, c'est difficile. Parce que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on y est rentré. Il faut une impulsion extérieure. Pour nous, elle sera triple. D'abord le groupe, qui joue son rôle à plein, parce qu'on se rend compte que sans lui, on ne pourrait pas fonctionner. Après, il y a cette grotte. Elle est splendide, avec cette envie de la découvrir, de l'explorer. Donc, essaye sur la gauche. C'est bon. Et ça crée de l'émerveillement. C'est un facteur clé de l'adaptation à l'émerveillement qui permet de croire en l'avenir. On n'a pas le temps passé. Et enfin, il y a des tâches qu'on a à faire et quand je rappelle à tout le monde leur importance et leur raison d'être, c'est une forme de déclic. Tout le monde retrouve l'envie de se mettre en œuvre pour que ce soit possible. Et là, presque de manière magique, tout redémarre. Dans la grotte de l'Ombrive, comme on voit derrière, donc des gens qui ont écrit sur le mur. Et nous, on a pour tâche de répertorier, prendre des photos de tous ces glyphes qui a pour l'instant pas été fait. Là où il n'y a rien d'autre. Alors franchement, ça a bien nivelé le niveau de l'équipe. Je découvre plein de choses, j'adore comprendre l'histoire qu'il y a derrière certaines glyphes et c'est super cool. On redécouvre la grotte, on découvre des endroits où des gens sont venus inscrire des phrases, c'est tout un symbole, moi je trouve ça chouette. J'ai réalisé que le cycle du soleil, c'était une pression énorme. Et qu'en fait, là, ici, j'avais le droit de dire que je me levais, je prenais mon petit-déj, je faisais toute ma muscu, toute ma méditation, je pouvais lire et à la fin, je pouvais dire que c'était juste le début de ma matinée, quoi. Et genre, à l'extérieur, jamais je pourrais dire ça. Parce que même si tu élimines toutes les contraintes sociales, et en fait, tu as encore cette contrainte-là que le soleil, ça fait à peu près 24 heures et tu peux pas vraiment t'en abstraire. Et ici, si. Et ça, en fait, c'est une liberté que j'avais jamais eue avant. Alors, on est en expédition déchets, là. On va très loin, on nettoie les moindres recoins. Dans un petit trou, sous les gros cailloux.
Et bien sûr, la mission déchets, ça fonctionne parce que là, vous voyez, même dans les trous, il y a des déchets, quoi. Ça date de quand, ça? Il n'y a pas la date de péremption? On a trouvé la bière, on a trouvé... Bah, je sais pas, après il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable d'identifier. Un briquet rose, mais je sais plus où on l'a trouvé. On va scanner le gouffre en fait, en 3D, pour après ensuite faire un modèle numérique du gouffre, qui va compléter en fait le modèle numérique de toutes les grottes qu'on est en train de réaliser. Grosse opération donc aujourd'hui pour topographier la grotte en 3D avec le ZEB Horizon. On topographie le fameux gouffre et donc on a mis en place une opération un peu complexe avec un beau rappel de quasiment 80 mètres qui part de la passerelle, la vieille passerelle qu'on a équipée pour la sécuriser. T'es pas dans la boucle? Allez, super. Truc de ouf, c'est magnifique. Les lacs là souterrains, c'est un truc de dingue. C'est ouf en fait de s'imaginer que sous les pieds là il y a des galeries et des lacs et tout ça que ce soit naturel quoi. Ça va être le moment de vérité. Ouais, là ça fait 40 jours qu'on attend qu'on n'a pas passé ce sas. Et là maintenant on va y retrouver. Eh ben allons-y. Ouais, c'est un peu prenant quand même. Là on y va discrètement. Pas à pas. Regardez les jeux de surprise. Là on n'a aucune idée d'à quel moment de leur journée ils sont. Ah mais regarde, il y a le ballon qui est allumé. Oh.
je me rends compte que parce qu'on est triste, on a parfaitement réussi l'expérience. Parce qu'on est triste de sortir, ça veut dire qu'on s'était adapté à ce territoire et qu'on y était suffisamment bien pour considérer que c'était à la fois notre monde, notre maison. Je t'assure, hein, quand j'ai vu arriver, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop tôt là. C'est quand même fou cette grotte, enfin, j'avais pas envie d'y rentrer et puis là, bah, j'ai pas envie d'y sortir, voilà. Elle nous aura surpris jusqu'au bout cette grotte. Hein. Et l'expérience Deep Time, quelles que soient les données scientifiques qui vont en résulter, est une réussite totale. Et que